Eh bien, écoute, Andrea, on te laisse la parole pour présenter le master MS2SC. On peut t'écouter. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je Parfait. vais vous introduire de façon très rapide un de nos masters 2 de recherche à l'Université Paris-Saclay, le master à MS2SC, modélisation et simulation en mécanique des structures à système couplés. Le titre ne parle pas forcément trop, mais on va comprendre de quoi il s'agit. Et c'est un master qui fait partie de la mission mécanique. D'abord, quelques mots sur la mission mécanique et l'importance de la mécanique à Paris-Saclay. Euh, on a un ranking qui est plutôt pas trop mal au niveau mondial, mais surtout en Europe et en France, la mécanique faite à Paris-Saclay, il est à un certain point. Et donc, justement, nos formations autour de la mécanique, ils ont une certaine importance. L'offre globale dans le parcours des mécaniques, il émerge sur deux grades school différents, des sciences ingénierie des systèmes, dont on est invité aujourd'hui, et les métiers de la recherche et de l'enseignement avec plusieurs acteurs autour d'une formation des Master 1 et Master 2 donnés par des spécialistes du domaine avec des secteurs disciplinaires un peu différents. Pour vous donner très, très rapidement une idée de ce qu'il y a dans la mission au sens très, très large, on peut voir des formations de master 1 autour d'un socle commun large autour de la mécanique, donc de la mécanique des milieux contenus, de la mécanique des fluides, des vibrations et des ondes acoustiques, donc un socle très large avec des compétences quand même numériques de base sous les mathématiques. Et après, les élèves ils peuvent choisir un bois plus spécifique qui les spécialise dans un domaine particulier. Et pour des gens particulièrement passionnés des mécaniques des structures et des calculs en mécanique des structures, il y a un master dédié à ça qui s'appelle MS2SC, dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un master copiloté par Central Supélec et l'ENS Paris-Saclay avec mon ami et collègue David Néron de l'ENS. Et donc, nos cours sont dispensés globalement à Central Supélec et à l'ENS Paris-Saclay avec les grands avantages qu'on est juste à côté. Donc, globalement, c'est très simple à gérer. Les domaines des compétences de notre master, c'est ce qu'on appelle mécanique numérique, qui en français c'est relativement parlant, mais c'est un socle disciplinaire qui est très connu dans le monde avec sa définition anglo-saxonne, computational mechanics. C'est une discipline qui permet de faire du calcul vis-à-vis de la mécanique. C'est une discipline qui est au milieu entre trois grands axes. Un axe physique, donc les comportements des matériaux, comment un système il se comporte dans sa réalité physique. Un aspect mathématique, il faut numériser tout ça, il faut rendre tout ça exploitable vis-à-vis d'un certain algorithme, donc être capable de résoudre les équations différentielles, pas forcément toutes simples, qui sont derrière, avec des techniques mathématiques complexes. Et un axe qui est extrêmement important pour nous, c'est un axe informatique. On comprend la physique, c'est très bien. On comprend derrière qu'est-ce qu'il y a au niveau mathématique pour pouvoir résoudre ces équations complexes de la physique. Il y a un aspect qui est très important. Il faut les coder dans des moyennes efficaces de calcul qui nous permettent de faire des simulations complexes. Les champs d'application est très variés. Ici, on voit quelques exemples d'applications. Typiquement, ici, simulation faite par le CEA, la propagation d'ondes sismiques sous la Terre, donc de grandes tailles et de grandes échelles. On a des systèmes câblés. Ça, c'est des simulations faites dans l'ancien labo M16 Math, devenu LMPS depuis pas longtemps. Et Pierre-Alain Boucard va vous parler de tout ça. Des systèmes avec des connexions faites par l'ancien labo LMT, des aubes, des turbines. On a vraiment une variété plutôt importante. Donc, l'idée, c'est pouvoir développer et donner aux élèves la possibilité de comprendre les physiques derrière, comment les modéliser du point de vue mathématique, et enfin, traduire tout ça dans un code qui permet de faire du calcul vis-à-vis de ces structures mécaniques. Quand je parle de mécanique, je parle au sens très large. Aujourd'hui, on a un certain dialogue entre la mécanique des structures classiques et d'autres physiques qui vont dialoguer avec la mécanique des structures. Ça peut être la thermique, ça peut être le fluide. C'est pour ça que c'est un master dédié à la mécanique computationnelle, mais avec cet aspect des systèmes couplés. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la mécanique tout seul n'est pas suffisante. Il faut prendre en compte dans nos techniques de calcul les dialogues avec des physiques différentes.
Pour vous donner une idée de l'organisation du master, je vais être très, très rapide, hein. C'est un master fondé sur la formation par la recherche. Donc, l'idée, c'est d'avoir des cours de très haut niveau où des chercheurs industriels ou académiques montrent aux élèves les bases de la discipline, bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle le cutting edge, vraiment la limite où aujourd'hui on est avec la recherche et leur montrer qu'est-ce qu'il faut encore faire pour faire avancer la discipline. On n'a pas de tronc commun dans cette master. Il y a la possibilité pour chaque élève de construire son parcours. Ça peut être challenging, mais David et moi, on aide énormément les élèves pour construire un parcours cohérent et combler éventuellement des manques qu'ils ont par leur formation précédente. On donne aussi la possibilité d'avoir 2 modules dits d'ouverture qui permet aux élèves de regarder dans d'autres masters de l'Université Paris-Saclay. Beaucoup de notre formation est basée sur des projets, des applications directes de nos techniques. Et on arrive à faire tout ça grâce à nos collègues du laboratoire à l'EPS, donc Pierre-Alain va vous donner plein d'informations après, et des collègues qui donnent des cours d'établissements différents. On cherche la meilleure expertise où on l'a, et de temps en temps, l'expertise, c'est ailleurs. Et surtout, on est très fiers de la participation des établissements de recherche publics-privés pour donner aux élèves un point de vue moins académique et plus appliqué sur nos disciplines. Ça, c'est de l'organisation plutôt classique qui ne vous intéresse pas forcément. Ce que j'ai plutôt envie de mettre en évidence, c'est l'importance des stages de recherche dans notre formation. C'est une formation de recherche par la recherche. Donc, le stage de recherche est fondamental pour nous et une de nos fiertés. C'est déjà une proposition très importante des stages qui viennent de nos partenaires académiques et industriels. Globalement, la presque totalité de nos élèves a la possibilité de choisir un stage qui était présélectionné dans le cadre du master et on a un ratio d'élèves qui restent en thèse qui est très, très important. Pour vous donner une idée, à ces jours, donc sans même pas encore terminer l'année des masters, il y a plus de la moitié de nos élèves qui ont déjà un financement de thèse prévu. Après, bien évidemment, on va voir comment ça passe après, mais globalement, on va plutôt avoir encore plus d'élèves qui vont rester en thèse par rapport à celles qui aujourd'hui sont déjà en thèse. Donc, globalement, on arrive sous de beaux années où il y a même les trois quarts de la promo qui part en thèse, soit dans les labos partenaires du master ou dans des labos de mécanique un peu partout en France. Les cursus est organisé, comme on disait, sur un choix totalement libre d'élective, mais on identifie quand même des cours appelés majeurs qui sont pour nous fondamentaux comme socle dur de la discipline et des cours appelés mineurs qui sont des cours complémentaires à la formation des élèves. Et l'idée, c'est que chaque élève doit choisir un certain nombre de cours piochés dans ces majeurs pour être certain qu'il y a cette socle que nous on considère important. Et après, elles peuvent compléter avec des cours appelés mineurs ou avec des cours choisis dans d'autres formations du master, des masters Paris-Saclay. Pour vous donner une idée très rapide des cours qu'on propose et donc des activités qu'on propose derrière, je vais prendre mes dernières 3 minutes pour vous montrer très, très rapidement notre offre de formation. Donc, on donne un cours dispensé par un de nos collègues, Ashmi Bendia, qui est un peu en cours des formations avancées aux bases de la discipline. C'est un cours des méthodes numériques en mécanique, mais avec un point de vue mathématique très spécifique propre à l'intervenant, Ashmi Bendia. C'est un cours qui est très intéressant pour des élèves qui, globalement, viennent de formations différentes où ils n'ont pas un socle d'éléments finis, méthode numérique mécanique très fort. Ça, c'est un cours que nous, on conseille vivement quand il faut combler quelques bases. Un cours des composites, des modélisations des composites donné par notre collègue Federica Daghia. C'est un cours extrêmement complet où un élève il peut voir à la fois la modélisation physique des composites, faire du numérique sur les composites. Et il y a aussi un toute petite partie expérimentale. C'est une des particularités de cette cours dans notre discipline où les élèves ils peuvent comparer tout ça de la vraie vie. Et c'est vraiment intéressant. Un cours de méthodes statistiques en mécanique des matériaux et des structures. Donc, l'idée, c'est simple. Nos méthodes, c'est des méthodes globalement déterministes, mais malheureusement, il faut s'adapter à la vraie vie. Et donc, il y a
des techniques pour faire ça. Et en particulier, depuis quelques années, ces techniques, ils étaient révolutionnées par l'arrivée du traitement de données et de l'apprentissage machine. Donc, l'idée, c'est de donner aux élèves une idée un peu plus classique de ce que c'est le traitement de l'aléa dans les mondes physiques, mais avec une couche de modernité vis-à-vis des méthodes d'apprentissage machine. En cours, des problèmes inverses et identification. Donc, arriver, grâce au dialogue, calculer, c'est enrichir à la fois les problèmes numériques et les problèmes expérimentaux. En cours de propagation d'ondes dans les solides, on sait que la dynamique, ça se partage dans nos grandes familles, hein, la dynamique fréquentielle et temporelle. La dynamique temporelle demande des techniques adaptées. Et si on a des plus grands experts des propagations d'ondes, et en particulier sur les ultrasons et les contrôles destructifs qui donnent aux élèves ces visions, notre collègue Bingstier du CNRS. Un cours phare dans notre formation, c'est un peu la spécificité de ce qu'on propose. Hein. Un cours de réduction des modèles et des données. L'idée, c'est exploiter la redondance des calculs pour faire des calculs efficaces et pas chers par des techniques de réduction au sens large, et en particulier des techniques développées dans la maison, comme la technique des PGD et d'autres. L'autre moitié de la Lune, on a des techniques dédiées à la résolution temporelle, mais malheureusement, quand on parle en fréquentiel, donc un milieu borné avec des ondes qui se baladent de façon continue, une technique différente qu'il faut utiliser. Et donc, dans ce cas-là, il y a un autre professeur que je connais plutôt bien, M. Andrea Barbarolo, qui fait un cours des méthodes vibratoires en basse, moyenne et haute fréquence, avec la spécificité de partir de la théorie classique en basse fréquence et montrer les limites pour faire comprendre aux élèves comment, dès que les problèmes deviennent plus complexes, les techniques standards typiquement appliquées en industrie, ils deviennent de moins en moins efficaces. Des cours dédiés à des stratégies de calcul multi-échelle et de composition de domaines. Donc, l'idée, c'est qu'on a des systèmes complexes avec plusieurs comportements sous des échelles différentes. Et donc, on peut penser de partager notre système en des petits morceaux où on applique des techniques pour chaque morceau et après, on fait dialoguer ces morceaux entre eux. Des cours dédiés à améliorer nos calculs où il faut, donc méthode adaptative, approche pilotée par les données. Donc, l'idée, c'est de façon intelligente donner des calculs qui sont précis où il faut et plus grossiers où il ne faut pas. Et après, on a une liste un peu plus longue sur laquelle on va s'attarder un peu moins des cours définis mineurs, mais qui complètent la formation. C'est mineur juste au sens que la formation peut être complétée de façon différente et variée, mais c'est des cours d'excellence qui complètent la formation. Donc, j'ai terminé mon temps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans ma présentation, il y a quand même la liste complète des cours dits mineurs. Et l'idée, c'est d'aller un peu plus loin dans des sujets spécifiques, rupture fragile et déménagement, par exemple, ou interaction flux-structure, ou les problèmes des contacts, ou des problèmes mathématiques pointus, comme par exemple l'idée de s'intéresser de façon détaillée, plus de près, des modèles de comportement non linéaire ou étudier les comportements des opérateurs mathématiques dès qu'on fait du calcul de haute performance. Donc, j'ai terminé mon temps et je laisse la parole à mon collègue Pierre Lamboucard qui va vous montrer comment on applique toutes ces belles choses dans la vraie vie de nos labos scientifiques. Merci bien. Est-ce qu'il y a quelques questions sur un ou deux points d'abord ou pas? Moi, j'avais sur les gens qui n'ont pas fait de M1, le M1 dans mécanique, là, ils viennent d'où et avec quel profil des gens qui rejoignent au niveau du M2, par exemple? Alors, pour donner un cadre très complet, hein, globalement, on a trois grosses tranches. Hein. On a un partie des élèves, c'est des élèves normaliens qui sont formés à l'ENS. Il y a des élèves centraliens en double diplôme ou des élèves centraliens du groupement GEC. Notamment, on a pas mal d'élèves des centrales Pékin qui nous rejoignent, des élèves des centrales Casablanca, on a Oudou Centrale Nantes, donc c'est des élèves de cette type-là, ou sinon des admissions externes, pas concernés par des doubles diplômes particuliers, c'est des élèves des grandes écoles qui ne sont pas forcément rattachés au master, typiquement des élèves des sous-MECA et des l'ENSAM qui nous rejoignent chaque année.
et des élèves d'excellence par l'université qui on connaît plus ou moins bien. Donc, admission classique, on voit un profil d'élève et si est suffisamment bon, on peut les proposer pour une bourse IDEX et continuer avec nous. Mais globalement, la plus grosse partie de nos élèves, c'est des élèves qui viennent de l'ENS, des centrales, du groupe Mangec et des grandes écoles, pas forcément partenariat. Et ils ont déjà un bagage méca fort, quoi, parce que c'est déjà assez avancé, ça va assez loin. Oui, généralement, on cherche des choses. Hein. C'est pas forcément un bagage méca. Donc, soit ils ont un bagage mathématique très fort Ouais. qui permet de combler les manques sur la physique de façon plutôt simple, soit ils ont un bagage de mécanique en effet très fort et on demande quand même un certain niveau sur les problèmes de numérique. Bien évidemment, nous, on est là pour ça, hein, pour les amener à un niveau très, très élevé. Mais globalement, au niveau de la mission d'un élève, on regarde les maths, la méca, au sens très large. Hein. Un élève avec un profil en mécanique des fluides, il nous intéresse tout à fait. Hein. Okay. Et un certain appétence pour les méthodes NUM. On code beaucoup, donc il faut être quand même à l'aise avec cette partie de la discipline. Ça veut dire que dans le cours composite où il y a à la fois des TP, et il y a à la fois la partie expérimentale et la partie numérique, ou bien c'est pareil, ils font que de l'expérimental quand ils sont dans le cours de composite, par exemple. Non, non, ils font principalement du comportement des matériaux et du numérique. Et après, on monte une couche de réalisme avec une séance 2 ou un labo où les élèves ils peuvent en effet créer leur plaque en composite et vérifier que les comportements prédits à rupture, par exemple, par méthode numérique, bah, en effet, respecter la réalité, ou si ce n'est pas le cas, comprendre pourquoi. Mais c'est quand même une partie minimale. Hein. On est un master mécanique numérique. Hein. Ouais, ok. Donc dans tous les cours, on code, quoi, quasiment. Ou on Je écrit les dirais que équations. oui. Ah, globalement, oui. C'est soit on écrit les équations à la main, soit on les code, quoi. Très souvent les deux. Les deux, bon, d'accord. Parfait. Ok, très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas Merci. de questions. Pierre-Alain? Si, une toute petite, Ah, super, ouais. s'il te plaît. Quelle est la Vas-y. taille de la promotion? Combien d'étudiants vous avez Alors, nous, admis? on se limite à 25 et on a généralement 22-23 élèves chacun. Merci. Et les projets industriels, là, ils sont faits aussi avec que des industriels ou avec des gens dans les ONR, à l'ONERA, au CEA, parce que c'est des endroits où on fait beaucoup de mécanique numérique aussi, quoi. Quand on dit projet Bah, industriel, c'est aussi avec quand ces tu parles de acteurs-là. projet industriel, tu parles de quoi? Bah, déjà, eux, ils nous proposent régulièrement des stages de fin d'études. Hein. Donc, Oui, c'est ça. ça, on a un certain nombre de propositions qui viennent de chez eux. Et en plus, ils interviennent dans nos cours. Et donc, avec leurs moyens de calcul, leurs méthodes, ils montrent aux élèves comment attaquer les problèmes qui concernent leur domaine. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, on va voir le pendant recherche qui accueille tout ça. Bien, donc merci de m'avoir invité à vous présenter le laboratoire de mécanique par SAP, qui est un jeune laboratoire, hein, il existe depuis le 1er janvier 2020. Alors, donc LMPS, c'est son sigle pour Laboratoire de mécanique Paris-Saclay. Il est sur deux sites, hein, il est sur deux sites parce qu'il est issu de deux laboratoires, hein, qui s'appelait le LMT, qui est sur le site de l'ENS Paris-Saclay, et un autre qui s'appelait le MSS Math, qui était sur le site de Centre Supplément. Donc, ces deux laboratoires ont une histoire ensemble qui est longue, hein, une dizaine d'années environ que ça discute. Et puis, dans le cadre du déménagement de l'ENS et de Centrale, maintenant on est à quelques minutes de marche l'un de l'autre, on a travaillé à une fusion pour créer ce laboratoire donc, au 1er janvier 2022. Alors, quel est le cœur du métier de ce laboratoire? Bon, c'est la mécanique au sens large, et on l'aborde sur trois grands aspects: expérimentation, modélisation et simulation. C'est un peu les trois piliers classiques, donc appliqués à la mécanique des matériaux et des structures. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mécanique expérimentale. On s'intéresse évidemment à des matériaux qui ont des comportements plus ou moins complexes, endommagement, etc. Il y a un gros volet qui fait le lien entre des échelles très petites et puis des échelles plus macroscopiques pour faire le lien structure-propriété. Comme l'a dit Andrea, le rôle des couplages de la mécanique et, trois petits points sous-entendus, et d'autres disciplines importantes. Et puis bien sûr, il y a tout un volet simulation, et donc modèle et méthode numérique. Alors en termes de défis sociétaux, on a tendance à en lister, on va dire 6.
Il y en a 4 où vraiment on est très investi, qui sont les 4 premiers. Énergie, bien sûr, la gestion sobre des ressources, qui est un enjeu très fort, tous les transports, qu'ils soient urbains, spatial, aéronautique, etc. Et puis un gros volet sur la fiabilité des complexes. Et tout ça se place dans le cadre général du renouveau industriel, de la réindustrialisation, et puis d'avoir des sociétés qui permettent en ce moment de se protéger, c'est important. Qu'est-ce qui nous rassemble finalement? C'est toute la mécanique, alors, mécanique des solides au sens large. Hein. On est sur une très large gamme d'échelle. On a des choses qui sont à l'échelle du nanomètre, et puis le tube de carbone, par exemple, mais qui vont jusqu'à l'échelle de la dizaine de kilomètres, des problèmes de séisme à grande longueur d'onde. C'est la mécanique des matériaux, des structures, le génie civil, et comme je l'ai déjà dit, la modélisation, l'expérimentation, simulation, sont des choses. Qu'est-ce qui fait un peu notre différence? C'est que historiquement, on est reconnu pour un certain nombre d'approches, alors que je n'historie pas ici, ça n'a pas d'intérêt, mais qui sont vraiment originales et qui sont nées de membres du laboratoire. Qu'est-ce qui nous a motivés finalement à nous regrouper, à travailler ensemble? On avait un gros volet de thématiques scientifiques communes, avec beaucoup de partenariats, mais qui étaient assez différents. Les personnels du laboratoire sont très investis au niveau de l'Université Paris-Saclay à tous les niveaux, parce que l'Université Paris-Saclay, c'est une grosse université, et c'est important d'être visible. Donc, tout le monde a joué le jeu de cette visibilité. Et puis, comme l'a dit Andrea, on n'est pas si mal classé que ça au niveau mécanique et d'ingénierie pour le Paris-Saclay. Alors, un petit contexte local, donc au milieu où est le laboratoire, on interagit avec les 2 graduate schools, dont celle qui nous reçoit aujourd'hui. On est investi assez fortement sur 2 objets interdisciplinaires. On coordonne un AVEX à l'échelle de Paris-Saclay, qui s'appelle le LACIPS, qui est plus large que Paris-Saclay, qui s'appelle le LACIPS. On a investi très fortement au niveau de l'école doctorale, sur le mésocentre de simulation ruche, et puis même sur un équipage qui s'appelle MATPK. C'est un peu le premier cercle local avec lequel on interagit. Quand je dis interagit, c'est même plus que ça. Hein. Souvent, on a des rôles leaders sur ces aspects-là. Et puis, dans un deuxième niveau plus loin, on peut trouver les grands équipements, les scopes et puis la SAP. Évidemment, on a parfois des startups qui sont issues de ce laboratoire. Ça, c'est juste un panorama voilà, d'un certain nombre de logos de partenaires industriels. Hein. Comme je l'ai dit, ils sont nombreux. Certains avec qui c'est des actions assez ponctuelles. Et puis d'autres avec lesquels on a des actions beaucoup plus dans la durée, hein, des partenariats de longue date, qui font qu'on construit, même avec eux, des partenariats de recherche, hein, voire même des laboratoires communs. C'est le cas, par exemple, avec Michelin ou avec Ecosel. Je vous en dirai un petit mot là. Alors, en termes d'effectifs, là, vous avez une photographie en juin 2022, donc 212 membres, si j'ai bien compté, parce que c'est compliqué. En gros, 90 doctorants, c'est l'ordre de grandeur. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une trentaine de tests chiffres au laboratoire, donc ça traduit ce lien très fort qu'on a avec les partenaires industriels. 35 à personnel technique et administratif, et puis donc une dizaine de postdoctorants. En gros, si on sépare en deux, hein, la moitié de doctorants, doctorantes, postdoctorants, postdoctorantes, la moitié du personnel permanent, dont un tiers du personnel technique, le reste étant des chercheurs, enseignants-chercheurs, chercheuses et enseignantes-chercheuses, qu'ils soient de son du PELEC, de l'ENF, du CNRS, ou même d'ailleurs, parce qu'on a quelques personnels qui viennent d'autres établissements. Organisation très rapidement, je ne vais pas vous la détailler, encore une fois, ça aurait peu d'intérêt ici. Il y a un comité de direction qui se réunit de façon hebdomadaire, qui contient tous les membres responsables des équipes et des centres, et puis 3 centres d'appui à la recherche qui sont évidemment un rôle très important. C'est grâce à eux que les recherches se font. Donc, le centre de gestion, c'est un peu la colonne vertébrale de ce laboratoire. C'est par là que transite toute l'organisation du laboratoire. Et puis 2 centres plus techniques. Un centre d'expérimentation qui est assez gros. Hein. Il y a plus de 20 personnes dans ce centre en termes de personnel. Donc, organisé en 4 pôles autour de la conception, des essais matériaux, des essais mécaniques. Et puis, un pôle beaucoup orienté sur l'imagerie, avec de la microscopie électronique, des rayons X, des tomographes, etc. Donc, le centre de gestion, qui s'occupe de l'aspect gestion au quotidien et gestion financière, et puis un centre de simulation qui est aussi organisé en 2 pôles, hein, avec un pôle plutôt sur le volet administration système réseau et puis un pôle sur un volet développement. On a 4 équipes de recherche, donc ça, je vais vous en parler un petit peu après, et puis quelques partenaires structurants, et puis, bon, évidemment, tout un tas d'axes transverses sur la mission, mais encore une fois, on va parler plutôt ici de science, donc je vais pas trop en parler. Alors, les 4 équipes du laboratoire sont ici, hein. Une qui s'appelle Comet, donc toutes des cibles, par leur cible. Comet qui parle plutôt du volet comportement des matériaux, modélisation, expérimentation, théorie. C'est clairement orienté autour de la mécanique des matériaux. Stan qui est l'équipe numérique entre guillemets, donc sciences et techniques avancées en mécanique numérique. Lila, alors Lila, c'est pour les milieux architecturés. Quelque part, il y a à la fois là-dedans des gens qui font de la modélisation des matériaux et du numérique, mais pour des milieux particuliers, pour des matériaux particuliers, qui sont les milieux architecturels. Vous verrez qu'il y a plusieurs échelles là-dedans. Et puis Homer, ouvrage, matériaux, environnement, interaction et risque.
Là encore, c'est une équipe qui fait pas mal de choses en numérique, mais aussi en expérimental et en modélisation, mais orientée vers les ouvrages et les structures du domaine du génie civil et les matériaux qui vont avec. Alors, un tout petit peu dans le détail, mais encore une fois, le temps étant compté, je vais aller assez vite. Donc, le grain le plus fin, c'est ce qu'on appelle les opérations de recherche. Je ne vais pas vous lister les noms, vous pourrez me dire c'est plus calmement si vous voulez, mais les noms essaient de parler un petit peu de même. Alors, écologique, par exemple, c'est tout ce qui est lié à tout ce qui a trait à la science des images. On a des mathématiciens qui font des choses autour de la géométrie et de la vie théorique. Et donc, dans cette équipe de Comet, là, en gros, l'idée, c'est vraiment de faire du développement d'outils pour observer, comprendre tout ce qui est des mécanismes de déformation, d'endommagement, de ruine des matériaux, de proposer des formulations mathématiques de ces modèles de comportement, dans le but de les intégrer à des codes de calcul et pour simuler. C'est quand même des choses qui ont le but d'être implémentées dans les codes industriels. Et puis, il y a une attention très particulière sur le volet essai de pointe, avec des essais in situ dans des systèmes de mesure, des MEB, des tomographes, de la DRX, je ne vois pas, c'est des meilleurs. On met à l'intérieur de ces machines-là des petites machines d'essai, et puis on va observer en temps réel ce qui se passe au cours d'un essai. Et ça permet d'apprendre énormément de choses sur les matériaux. Et tout ça avec des chargements un peu complexes, puisque c'est là que se déclenchent des choses qu'on ne voit pas si par exemple on se contente de faire des essais simples en une dimension. La deuxième équipe, donc c'est sciences et techniques avancées en mécanique numérique. Donc là, clairement, c'est tout le volet qui était lié au master qu'a présenté Andrea juste avant, où il y a des méthodes performantes en termes de simulation numérique, le volet des simulations qui sont aujourd'hui augmentées par les données, tout ce qui est l'optimisation, le fait qu'on a des problèmes multiphysiques, c'est beaucoup là qu'il y a des liens qui se font entre les différentes physiques en simulation, et puis un gros volet sur tout ce qui est propagation des ondes dans les milieux éventuellement complexes. Donc là, le cœur de métier, hein, c'est de développer des stratégies de calcul qui sont adaptées, c'est-à-dire que pour être bon dans une simulation, tant en termes de performance que de qualité de résultat, il faut être spécialisé. Quand on est généraliste, on peut faire plein de choses, mais on les fait forcément un peu moins bien. L'intérêt, c'est toujours en faire plein, mais un peu moins bien. Donc, c'est un peu ça notre cœur de métier. On est très spécialisé dans ce qu'on va regarder. Des problèmes de contact, des problèmes de vibration, des problèmes de contrôle d'erreur, des problèmes de mécanique et 3 petits points. Et donc, tout ça, on le fait dans un esprit de dire, en analysant la physique et sa modélisation, ben, on en fait une mathématique appliquée qui a pour but d'aller vers l'ingénierie, qu'on implémente avec des méthodes de simulation avancées dans beaucoup d'algorithmes. Donc, ça mêle pas mal de disciplines. Hein. Alors, un peu de sens des matériaux, mais clairement, ce n'est pas le cœur du métier. Le volet mathématique appliqué, évidemment, très important. Et puis, ben, évidemment, depuis quelques années, on est impliqué sur des aspects plus émergents, en particulier, de la science des données. Troisième équipe, donc c'est milieu architecturé. Donc là encore, il y a 4 opérations de recherche. On voit apparaître des mots. Hein. Il y a le volet biomécanique matériaux vivants, il y a le volet renfort fibreux, donc composite, le volet nanocomposite, des échelles très petites, et puis le volet matériaux-mécanisme, hein, ces nouveaux matériaux qui sont nés entre autres de l'arrivée massive de la fabrication éthique, qui permettent de faire des matériaux qui ont des comportements très particuliers. Donc voilà, on adresse des matériaux de tout type, hein, qu'ils soient bio, structures manufacturières, etc. Et en fait, l'idée de cette équipe, c'est vraiment de dire la façon dont ils sont organisés, la façon dont ils sont constitués, va faire qu'on peut vraiment développer des choses très spécifiques. Par exemple, imaginez, j'enroule des câbles, je crée des nanocomposites, j'enchevêtre des fibres un peu comme je fais de la couture. La façon dont je fais ça va faire que les méthodes qu'on va devoir mettre en œuvre, tant pour le côté modélisation, mais aussi pour le côté simulation, vont être spécifiques. Donc, on va prendre en compte le fait, par exemple, qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité, qu'on est capable de mettre des couplages en place entre des échelles qui vont des échelles très petites, du nano jusqu'à des échelles macroscopiques. Et comme les matériaux sont particuliers, les approches doivent être un petit peu originales, pas forcément conventionnelles. Et pour tout ça, ben, il y a à la fois une partie expérimentale, hein, il y a un laboratoire autour de nous. On fait de l'élaboration, on fait de la caractérisation expérimentale multimodale avec plein de choses différentes, et on va jusqu'à l'échelle de modélisation et de simulation numérique avec l'intégration de méthodes. Quatrième équipe, donc c'est ouvrage, matériaux, environnement, interaction et risque. Donc là, vous allez voir apparaître des mots encore une fois. On voit bâtiment, infrastructure, impact environnemental, ouvrage, jumeaux hybrides, dynamique des sols, génie parasismique. J'essaie de résumer un petit peu les différentes opérations de recherche. Là, l'originalité, c'est des échelles de temps. Hein. Ça va d'un matériau qui va vivre pendant des dizaines d'années, le béton, comme pas le citer, avec des structurations très compliquées. Hein. Ce qui se passe à l'échelle micro au niveau chimique peut avoir un impact lorsque un séisme qui va se passer à des kilomètres va solliciter le matériau. Il y avait des échelles de temps très différentes, puisque un impact sur un bâtiment, c'est l'échelle de la microseconde, et puis le fluage est un phénomène qui va prendre
jusqu'à plusieurs centaines d'années. Il faut être capable de prendre en compte toutes ces échelles, tant spatiales que temporelles. Avec tout ça, voilà, on fait des études de vieillissement, on développe des méthodes probabilistes, parce qu'évidemment, ce sont des matériaux qui vivent dans la vraie vie, et donc, dans des conditions particulières. Et puis, il y a beaucoup de choses autour d'approches hybrides, avec entre autres un volet data qui est très important. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas se conclure. On a un certain nombre d'opérations structurantes, des laboratoires communs avec Michelin, avec NC2E, avec Ecosem. Donc, Michelin, c'est plutôt autour des pneus et du renforcement des pneus. Ecosem autour des matériaux cimentaires efficaces. Des collaborations nationales, dont une qui est instaurée, qui est un IRPG, autour de simulation numérique. Et puis d'autres laboratoires où on est impliqué, laboratoires communs, et puis bien sûr un GIS, qui s'appelle le GIS séisme à l'échelle surtout de Paris-Saclay, mais pas que. On parle beaucoup de risques sismiques. Voilà, j'ai débordé un tout petit peu, donc je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup. Très bien. Merci d'avoir donné ce périmètre-là. C'est beaucoup plus clair pour tout ça. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Moi, j'ai une question sur les couplages là, que tu as mentionné au début. C'est de quelle nature les couplages? J'imagine que c'est mécanique et autre chose à côté. C'est exactement ça. Donc, alors, je vais donner 2-3 exemples. Il y a un volet couplage avec le côté magnétomécanique. On fait des essais en collaboration avec des laboratoires du plateau, comme le SATI ou le GIPS, où le fait que la mécanique puisse impacter sur le comportement magnétique et inversement peut avoir des effets assez pervers sur les moteurs électriques, par exemple, qui sont soumis à la fois à des situations mécaniques mais aussi magnétiques. Et donc, il y a des problèmes de couplage magnétomécanique à l'effort. On a des problèmes sur les fibres optiques. Pareil, l'impact des vibrations d'un objet, d'une bobine de fibre optique qui est utilisée par exemple pour des gyroscopes de précision. Quel impact ça a sur les mesures qu'on fait là-dessus. Voilà. Donc, effectivement, c'est le couplage, comment la mécanique soit se couple vraiment avec une discipline, soit comment elle influence le comportement d'une discipline. C'est un petit peu les deux volets. Et c'est un terrain de jeu très riche en ce moment parce qu'effectivement, on a très bien dit Andrea, la mécanique ne vit pas toute seule dans son coin. Je vois, OK. Après, j'avais pas conscience des labos communs. On est assez fort à Paris-Saclay pour avoir une structure dans une structure avec ses propres autonomies. Oui. Ça marche comment un labo commun dans un labo? Alors, en fait, la structure de laboratoire commun, donc là, on parle de laboratoire commun CNRS, donc c'est très, très établi en termes de structuration. Il faut un partenariat entre une entreprise, dans notre cas, ça peut être Michelin ou Ecosem, ça peut être n'importe qui d'autre, sur une thématique scientifique donnée et sur lequel il y a une histoire qui existe. On ne part pas de zéro quand on fait ce genre de laboratoire commun. Il faut déjà qu'il y ait une partie d'aventure commune. Il y a deux formats, et nous, on a les deux formats. Il y a un format où il y a vraiment des gens de l'entreprise qui viennent travailler dans le laboratoire académique et inversement. Pour le cas d'Ecosem, il y a deux lieux, un qui appartient au LMPS, au LMS ou à Centrale, peu importe, et puis un qui appartient à Ecosem. Et donc, il y a un échange de moyens et de personnel qui circulent sur les deux. Donc, nous, on a au LMPS, on a une zone où il y a un bureau qui est estampillé, bureau Ecosem, où on accueille régulièrement jusqu'à 3 ingénieurs d'Ecosem. Puis, il y a un format qui est un peu différent, qui est celui du laboratoire CIRLab commun avec Michelin, où là, c'est vraiment des études qui sont faites en commun. Alors, il y a des interactions très fortes, déplacements, passage de temps, mais il n'y a pas d'échange de temps physique d'ingénieurs. Mais par contre, dans tous les cas de figure, le contrat stipule bien qu'il y a à la fois une mise en commun de moyens, au sens expérimentaux, numériques, humains, et puis il y a aussi le financement d'un programme de recherche qui en général s'établit sur 4 ans. Et puis tous les 4 ans, annuellement, on fait des bilans, bien sûr. Et tous les 4 ans, on revisite, on continue, on poursuit, on passe sur autre chose. C'est un peu sur là. Parce qu'il y a aussi le format des chaires industrielles ANR qui ne sont pas des labos communs, mais qui, dans les faits, ne sont pas si loin. Ouais, c'est ça, Par OK. contre, il y a un apport financier de l'extérieur. D'accord, OK. N'hésitez pas, Antoine, Gérard, si vous avez des questions. Moi, j'ai une question un peu plus philosophique, enfin philosophique, ça a un grand mot. Il y a beaucoup de mécaniciens, on est presque entre mécaniciens là. Ouais. On est dans des réunions en commun des fois où quand on pense d'un exemple de science pas attractive et du passé, on cite la mécanique. C'est vrai. Comment est-ce qu'est-ce qu'on a à faire
sur la mécanique pour la placer à son niveau d'attractivité. En fait, j'ai l'impression que les labos de mécanique deviennent des labos extrêmement spécialisés. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein. Il faut aller très profond pour arriver à des avancées. Et du coup, ça rend la compréhension de ce qu'on fait un petit peu moins claire à l'extérieur. Est-ce qu'à l'échelle du labo, vous réfléchissez à ça pour attirer des gens en thèse, tu vois, quel positionnement on peut avoir sur la mécanique? Il y a l'Académie des sciences qui a fait une conférence là-dessus il n'y a pas longtemps pour montrer les enjeux d'avenir. Je pense que c'est important qu'un labo gros comme ça puisse porter un peu ce message d'avenir et de visibilité, quoi. Alors, j'étais à cette fameuse journée, c'était une très belle journée, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, il y a des gens qui ont parlé de choses remarquables. C'est une vraie question, enfin, même sur le nom du laboratoire. Hein, nous, Andrea pourra témoigner, hein, on s'était posé la question de savoir comment on allait s'appeler. Certains disaient laboratoire de mécanique, tout le truc, ça fait un peu old school. Et pourtant, c'est sorti très fortement des personnels. Hein. Le nom de mécanique devait apparaître dans le laboratoire, c'était quasiment indispensable. Parce que c'est quand même notre cœur de métier. Et puis, quelque part, la mécanique, c'est un domaine à la fois large, et comme tu dis, maintenant, comment, on sait bien, moi, on en soirée avec des amis, je vais caricaturer comme ça, dès qu'on dit qu'on fait de la mécanique, je pense qu'il ne s'écoule pas 3 minutes avant qu'il y en ait un qui a un problème, soit d'embrayage, soit de boîte de vitesse. Hein. Voilà, donc on le sait, bon, c'est comme ça, parce que la mécanique, et encore une fois, moi, ça ne me pose pas de souci, hein, j'aime bien la connaître, c'est quand même cette image-là. Évidemment, ce qu'on essaie de vendre, c'est que ce qu'on fait, c'est quand même très, très au-delà de ça. Hein. On est sur des objets qui sont de la vie de tous les jours. Ouais. Hein. Je veux dire, le bending gate que vous avez tous vécu quand vous vous asseyez avec votre téléphone portable dans votre page qui fait que ça plie, c'est un problème de mécanique qui a été maltraité. Il faut quand même le dire, hein, au départ. Voilà, donc, mais c'est compliqué de l'avoir parce qu'effectivement, dès qu'on parle de mécanique, on bascule sur un métier qui n'est pas attractif, hein, aujourd'hui. Alors, l'année de la mécanique était cette année, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a essayé de faire des choses. Je n'ai pas vraiment de réponse sur comment. Alors, nous, on n'a pas trop de problèmes d'attractivité quand on regarde bien. Je pense qu'Andrea sera d'accord avec moi. On attire quand même plutôt à la fois sur les postes des gens qui sont plutôt super bien. On n'a pas de souci de recrutement. Alors, on n'est pas très bon sur le féminin, je ne vais pas me leurrer, même si au laboratoire, on doit avoir quand même 35% de doctorantes, ce qui est très largement au-dessus de la moyenne de notre discipline. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est plus d'aller capter un public qui va faire de l'IA, de la science des données, des trucs comme ça. Alors, on a un enjeu fort à jouer sur le climat. Je pense que là-dessus, on peut avoir un rôle de leader. Et d'ailleurs, Didier Couteau, selon Alcan, est très impliqué là-dessus. Et il y a un vrai enjeu de réduction et la mécanique a un rôle très fort à jouer là-dedans. Par contre, évidemment, quand on parle du climat, c'est pas du problème de l'éco-conception et tout. Voilà. Avant que la mécanique arrive, comme tu l'as dit, il faut du temps. Et donc, on est au troisième rideau. Bon, je n'ai pas de réponse très claire à ta question, hein, je t'avoue. Mais effectivement, on reste quand même attractif sur les publics étudiants qui veulent de la science dure et qui veulent aller à fond sur des méthodes numériques et expérimentales. En général, c'est assez poussé, ces choses-là. Et on arrive à les attirer aussi. Alors, parce que souvent, on dit que la mécanique, c'est une sous-branche de la physique, ce qui peut être vrai d'un point de vue de l'histoire des sciences, hein, par rapport à ça. Mais on est quand même très différents. Enfin, je tendance à dire que les échelles auxquelles on travaille sont très différentes. Les outils qu'on utilise sont aussi très différents. Et donc, on est en permanence en dialogue, à la fois en dialogue et à la fois un peu en concurrence, il faut aussi se le dire, entre la physique, les maths appliquées, la méca, où finalement, on croise des gens avec qui on travaille, en même temps avec qui on est concurrents directs. Gérard, tu voulais commenter? Non, tiens, une petite question, puisque j'avais la question de pourcentage des thésards, mais tu as répondu, Pierre-Alain. Mais est-ce que tu as pour une idée de répartition par rapport au sujet de thèse et aussi aux collaborations industrielles? Est-ce que c'est vraiment très dispatché ou... C'est relativement équilibré. C'est-à-dire que si je prends les 90 doctorants qu'on a à peu près en régime de croisière, donc ça veut dire qu'on en recrute une trentaine par an, et cette année, on va en avoir 30 qui vont arriver. C'est assez bien distribué dans les équipes. Alors évidemment, à chaque année, tu peux avoir des petites variations, mais si tu fais un lissage, quand on pourra le faire, on aura un peu vieilli, mais si je le fais historiquement sur les anciennes équipes MSS Math LMT, finalement, le nombre de doctorants ou doctorantes par équipe est assez constant. Ce n'est pas du tout quelque chose. Il n'y a pas une équipe qui est vraiment énorme par rapport aux autres.
il y a des disparités, mais elles sont de l'ordre de quelques pourcents, peut-être de dizaines de pourcents. Allez, 20%, je pense que c'est le max en termes de ça, c'est la première réponse. Et après, sur le côté industriel, alors évidemment, on est un labo, comme beaucoup de laboratoires de mécanique. 75% de nos ressources sont des ressources industrielles. Tu vois, quand sur les 80 nœuds j'ai affiché une trentaine de tests chiffres. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des tests qui sont financés en direct industriel. On a 2 pastes chez nous, donc un paste qui est issu de Safrantech et puis un paste qui est issu d'EDF. Voilà, parce que si c'est des entreprises avec qui on a des liens très, très, très établis depuis longtemps, et puis c'est quelque chose qu'on travaille, c'est-à-dire qu'on les réunit une fois par an, on a un club des affiliés, on réunit tous nos partenaires industriels pour leur dire voilà où nous on veut en termes de recherche, où est-ce que vous allez, comment on peut progresser ensemble, en sachant que des fois ils font des choses qui ne nous intéressent pas, on n'y va pas. Et on a un travail de fond depuis toujours, c'était vrai sur les 2 laboratoires et c'est toujours vrai sur le LNPS, de travailler le partenariat. C'est quand même ça qui fait aussi vivre le laboratoire. C'est hyper important. Merci. Ok, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci pour l'invitation. Une présentation très claire. Et puis, écoutez, passez une très bonne après-midi à vous alors. Vous aussi, à bientôt, merci beaucoup. Merci à tous les 4. Bon après-midi.